Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour ce nouveau cours de physicité, donc le troisième, et aujourd'hui ça sera sur la physique nucléaire. Je me présente, je m'appelle Loïse et je suis à l'ENS en deuxième année, je suis bien accompagnée dans la salle par la régie, avec Angèle et Victor que vous aviez déjà vus pour la première séance. Donc aujourd'hui le thème c'est la physique nucléaire. La physique nucléaire, c'est un champ de la physique qui s'est développé assez récemment, on va dire, depuis le début du XXe siècle. Donc c'est un champ qui est en plein essor et qui se conjugue pas mal avec ce qui se découvre aussi en physique quantique et en relativité restreinte. La relativité restreinte, vous l'avez vu la semaine dernière, et la physique quantique, vous la verrez la semaine prochaine. Le cours aujourd'hui, il va avoir pour fil rouge la bombe atomique. Donc c'est pas très très gai, mais c'est une des applications qu'on peut trouver malheureusement à la physique nucléaire. Mais on va tâcher aussi de rester positif et de donner des applications un peu plus avec un meilleur objectif pour la suite. Déjà, essayons de regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que la physique nucléaire et dans un premier temps, comment est-ce que ça peut se définir la physique nucléaire. Qu'est-ce qu'on entend en fait derrière le mot nucléaire? Nucléaire, ça vient du latin nucleus. Pas ici pour faire un cours de latin, mais ce qu'on veut dire, c'est que la physique nucléaire, elle se rapporte à l'élément principal qui est le noyau. Elle est donc relativement proche de ce qu'on appelle aussi la physique atomique, puisque le noyau et l'atome, c'est la même échelle environ qu'on va regarder. Donc, quand on considère un atome, on considère aussi les électrons autour du noyau, mais en règle générale, en tout cas, on est sur l'élément principal qui est le noyau. Donc, comment est-ce qu'on décrit un noyau et comment on va pouvoir l'écrire et le définir dans notre cours? On va prendre une notation usuelle que vous avez sans doute déjà rencontrée, qui va être la notation AXZ. Pour rappel, l'élément X, c'est le symbole de l'élément chimique. Donc ça, c'est des symboles que vous retrouvez sur le tableau préféré des chimistes, qui est le tableau périodique. Et nous, ce qui va principalement nous intéresser, ce sont les grandeurs A et Z, qui sont des grandeurs numériques, et qui se trouvent aussi sur la table des éléments de Mendeleïev. A, qu'est-ce que c'est? A, c'est ce qu'on appelle le nombre de nucléons. Et donc, c'est aussi appelé le nombre de masse. Donc, ça correspond au nombre de nucléons. Donc, les nucléons, c'est quoi? C'est ce qui compose l'atome. Donc, l'atome, c'est pas, comme le pensaient initialement les physiciens, c'est pas une seule entité, mais en fait, c'est composé de plus petites entités que je dessine par des cercles, mais ça n'a pas de sens physique spécialement. En tout cas, c'est pas une seule unité, ça c'est l'atome, et dedans on a des nucléons. Et ces nucléons, il y en a de deux types. On a les protons et les neutrons. Donc les protons, le nombre de protons sera indiqué par Z, donc le numéro atomique. Le numéro atomique, il est d'ailleurs caractéristique de l'élément chimique. Donc si l'élément chimique, ici, le symbole par exemple, c'est le carbone, c'est C, eh bien le numéro atomique va être fixé. A va pouvoir varier, mais Z sera forcément égal à 6 si on regarde le carbone. Et donc les nucléons, qu'est-ce que c'est? Eh bien les nucléons, c'est les protons. Donc les nucléons, il y en a A dans le noyau, et c'est égal au nombre de neutrons auxquels on ajoute les protons. Donc, avec la connaissance de A et de Z, on peut déduire la valeur de ce que je vais appeler N, qui est le nombre de neutrons. Donc, cette écriture, elle définit entièrement l'atome qu'on va considérer, le noyau qu'on va considérer. Il faudrait rajouter, pour passer à l'atome, le nuage électronique qui est constitué des cortèges d'électrons, mais on sait que par conservation et neutralité de l'élément chimique, eh bien, on a le même nombre d'électrons que de protons, mais on va laisser de côté les électrons pour aujourd'hui, donc on va vraiment parler, nous, du noyau.
Rapidement, ce qu'on peut aussi dire, c'est que la physique nucléaire, c'est donc différent a priori de la physique subatomique, puisque sub, ça signifie sous. Et donc là, si on regardait de la physique subatomique, on irait regarder encore plus loin, avec un microscope encore plus précis. Donc on irait regarder ce qui se passe à l'intérieur des protons, des neutrons et des nucléons plus généralement. Et donc ça, c'est l'objet de la physique des particules, la physique subatomique. Et donc ça, c'est pas l'objet du cours aujourd'hui, c'est la physique des hautes énergies, donc ça va encore plus loin. On va l'aborder un tout petit peu quand on en aura besoin, mais le gros du sujet aujourd'hui, c'est ceci. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que finalement, l'atome ou le noyau, eh bien, c'est pas une seule entité, c'est plein de petites entités. Et on peut se demander comment est-ce que ces sphères ou ces billes que j'ai représentées, comment elles tiennent les unes aux autres. C'est pas instinctif de prendre des oranges et de les mettre ensemble et qu'elles tiennent en formant un noyau. C'est pas, a priori, c'est pas ce qui fonctionne. Donc il y a forcément une interaction entre toutes ces entités. Et c'est quelque chose qui a pas mal un petit peu remué les physiciens, parce que comment est-ce que ça peut tenir? C'est a priori pas la gravitation comme pour des objets très massiques, c'est a priori pas une force d'origine électrostatique, parce qu'il y a des particules chargées et des particules non chargées, et en plus normalement c'est les particules de charge opposée qui s'attirent, donc on aurait plutôt une répulsion plutôt qu'une attraction, donc ça pose un peu problème. Et c'est pour ça qu'un peu plus tard dans le XXe siècle, on va définir l'interaction forte, qui permet justement d'exprimer la cohésion en fait, de ce noyau et de ces particules plus élémentaires. Donc voilà, c'est simplement pour dire qu'il y a encore plein de choses à découvrir et que cette notation-là, elle cache une complexité qui est encore pleine un champ vraiment actif de la recherche aujourd'hui. Mais nous, on va s'arrêter ici et ce sera déjà amplement suffisant. Pour continuer un peu cette partie de définition, on va aussi rappeler un peu le vocabulaire qui peut être utile. Parce que j'ai dit qu'on peut avoir un petit peu des variations pour un même élément chimique, par exemple. Bien, on peut avoir des variations du nombre de nucléons, du nombre de neutrons. Donc, on va définir certains types. Donc, par exemple, les isobars, les isotones et les isotopes. Donc, les isotopes, ce sera quelque chose de très utile dans la suite, donc je vais pas mal insister dessus. Simplement pour vous montrer que ça peut être plus complexe que ça, on va aussi regarder ce que sont que les isobars et les isotones. Donc les isobars, ce sont deux noyaux qui ont le même nombre de nucléons, donc le même A. Mais ça peut être avec un N et un Z qui sont différents. Pour un même A, on peut avoir différents N et différents Z. Les isotones, ce sont ceux qui ont le même N, le même nombre de neutrons. Et les isotopes, c'est principalement ceux qui nous intéressent, c'est ceux qui ont le même nombre de protons. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nombre de protons dans un noyau, ça caractérise un élément chimique. Et donc, un élément chimique, il est entièrement caractérisé par Z. Donc si j'ai deux isotopes, ça veut dire que j'ai deux fois le même élément chimique, donc j'ai deux fois le même X. Donc par exemple, on peut prendre C avec 6. Et après, je vais pouvoir faire varier uniquement donc, le nombre de neutrons pour faire varier A. Et donc là, par exemple, je peux avoir le carbone 12 et le carbone 14. Donc le carbone 12, c'est le carbone usuel. Celui qui est pourquoi est-ce que je dis usuel? C'est parce que c'est celui qui est majoritaire dans la composition des organismes vivants. Mais il y a une faible partie du carbone qui nous compose et qui compose les organismes organiques, qui est composé de carbone 14, c'est-à-dire qu'il y a un nombre différent de neutrons dans le noyau. Donc les isotopes, c'est assez intéressant parce qu'on va voir que ça va nous permettre de comprendre un petit peu la radioactivité un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ces éléments, même si c'est le même élément chimique, le fait qu'il y ait un nombre différent de neutrons, ça va pouvoir amener des propriétés physiques différentes. Par exemple, vous savez que le carbone 14, il va servir à la datation des éléments, ce que vous voyez par exemple en sciences de la vie, et avec le carbone 12, on ne peut pas faire la même chose. Ils n'ont pas tout à fait le même statut. De même, pour un autre élément, c'est l'uranium. Et donc l'uranium, il existe l'uranium 235 et l'uranium 238. Or, l'uranium, c'est un élément radioactif et pour la production énergétique,
on va devoir se servir du 235 et pas du 238. Donc il faudra savoir, quand on a un échantillon d'uranium, savoir éventuellement séparer les constituants, les différents isotopes. Donc, la séparation isotopique, c'était un champ de recherche important au moment où on a commencé à regarder ce type d'éléments, pour pouvoir sélectionner par exemple uniquement l'uranium 235 qui est utile pour la production d'énergie. Donc voilà pour cette première partie. On a compris qu'est-ce que c'était que la physique nucléaire et de quels objets on allait traiter aujourd'hui. Et maintenant, on va essayer de faire un petit détour en allant explorer un autre champ de la physique, mais en restant sur les fondements de la physique. En effet, j'aime bien voir la physique atomique, la physique nucléaire, comme le fondement de la matière, et donc de la physique des matériaux, qui est un grand champ de la physique. Et je pense qu'on peut essayer aussi de voir aujourd'hui comment est-ce que les unités, on change un peu de sujet, hein, on va y revenir, ne vous inquiétez pas, à la physique nucléaire, je ne suis pas en train de changer la séance. Et donc on va voir comment les unités, finalement, c'est aussi les atomes de notre conception de la physique actuelle. Donc pour faire le lien entre la physique nucléaire et les unités, en dehors de ça, j'aime bien aussi reprendre une citation de Marcel Pagnol qui disait au XXe siècle qu'il fallait se méfier des ingénieurs parce qu'ils commencent par la machine à coudre et ils terminent par la bombe atomique. Donc ces personnages littéraires avaient entre guillemets l'impression que les scientifiques pouvaient être responsables de très grandes catastrophes comme ça a été le cas pour la bombe atomique. Donc on va voir effectivement qu'il faut aussi parfois se méfier des physiciens, mais pas que dans ce sens-là. Parce qu'en fait, l'armée américaine, en 1945, elle fait exploser une bombe test avant les dégâts au Japon. Elle fait exploser une bombe test dans le désert du Mexique. Je pense que vous pouvez voir une photo sur le diapo qui va arriver. Et donc elle fait exploser cette bombe. Et quelques années plus tard, elle publie les photos de l'expérience. Donc elle publie une sorte de vidéo, enfin plusieurs photos prises à des instants de temps bien définis. Donc là, au bout de 0,016 secondes, vous avez le champignon de fumée qui s'est formé. Elle ne veut pas donner beaucoup d'informations sur cette bombe pour pas déjà effrayer sa population avec d'informations comme une très grande quantité d'énergie qui a été développée lors de cette attaque. Et elle ne veut pas non plus donner des informations qui pourraient être utilisées par d'autres pays. Donc elle publie simplement les photos, puis elle se dit que comme ça, on montrera juste sa puissance dans le contexte de la guerre froide, sans divulguer d'informations. Mais c'est sans compter un physicien qui est assez astucieux, et on va voir qu'on peut faire la même chose que lui, nous aussi au tableau, qui va se servir justement de ce fondement qu'est les unités et l'analyse dimensionnelle, pour en fait, en utilisant uniquement les photos données par l'État américain, l'État états-unien, uniquement les photos à différents instants de l'explosion, va pouvoir utiliser ceci pour trouver la valeur de l'énergie lors de l'explosion. Donc, maintenant que vous avez vu un petit peu de quoi on va parler sur ces photos, on va revenir à quelque chose d'un peu plus classique avant de mener notre calcul. On va essayer de regarder ensemble qu'est-ce que ce sont que les unités et pourquoi est-ce que ça joue un rôle majeur en physique. Alors, je ne suis pas là pour faire un cours très théorique sur les unités et à quoi ça sert, mais en tout cas, vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que quand on a une grandeur physique, on doit l'exprimer avec une unité si elle en a une. Et les unités, il y en a beaucoup. Donc, par exemple, il y a les mètres, les kilomètres, les pieds et les pouces, par exemple, donc pour prendre des systèmes d'unités différents, donc anglo-saxons et français, par exemple. Toutes ces unités-là que j'ai écrites au tableau, elles représentent toutes un même type de grandeur. C'est toutes des unités qui représentent des longueurs. Elles n'auront pas la même valeur, mais je ne pourrais pas exprimer une masse en mètres. On sait qu'on est ici en longueur. Donc c'est pour ça qu'on va donner le nom à plutôt que des unités où il y en a une grande quantité,
on va plutôt utiliser la notion de dimension, qui signifie qu'est-ce que j'ai voulu exprimer. Est-ce que j'ai voulu exprimer une longueur? Est-ce que j'ai voulu exprimer une masse ou un temps? Et donc, en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'au lieu de regarder les unités avec leurs préfixes et la multiplicité qu'elles peuvent avoir dans différents pays, par exemple, on va plutôt se concentrer sur les dimensions. Et en physique, on va voir qu'il y a des dimensions de base et qu'ensuite, on peut trouver comment exprimer les autres grandeurs à partir de ces dimensions. Donc, les dimensions de base, il y en a au total 7. En réalité, il y en a principalement 3 qui vont nous intéresser aujourd'hui. Donc, on vient de le dire, il y a la longueur. Ensuite, il y a la masse. Et il y a le temps. Ce sont les principales unités qui sont utilisées dans notre système. On peut construire d'autres systèmes qui se basent par exemple sur la longueur, la masse et l'énergie par exemple. On peut faire différentes choses. En tout cas, le choix qui s'est porté actuellement avec le système international des unités SI comme on dit, eh bien, ce sont la longueur en mètres souvent, la masse en kilogrammes et puis le temps en secondes. Donc, en tout cas, on a les principales dimensions auxquelles, si on veut être exhaustif, il faudrait rajouter la température, qu'on note θ, l'intensité lumineuse, qu'on note J, l'intensité du courant électrique, qu'on note I, et si on veut ajouter nos amis chimistes, eh bien, on ajoute la quantité de matière. Bon. Donc ici, avec ça, on peut construire vraiment, normalement, toutes les unités du monde. Pourtant, par exemple, ici, je n'ai pas parlé de l'énergie. Or, l'énergie, c'est quand même quelque chose qu'on rencontre souvent. Par exemple, si je vous dis, mon radiateur, il a une puissance où il délivre une énergie, je vais l'exprimer par exemple en joules. Ou, pour reprendre l'exemple du champignon et de la bombe, eh bien, on veut connaître son énergie, donc on a envie de décrire une énergie, et pourtant, elle n'apparaît pas ici. Donc, il va falloir voir comment est-ce que, à partir de ces grandeurs, je peux dériver une dimension qui serait celle de l'énergie. Ça, on va essayer de le faire ensemble. Et c'est pour ça que dans une deuxième partie, on va essayer de voir comment est-ce que l'analyse dimensionnelle, comment est-ce que on va faire de l'analyse dimensionnelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va retrouver dans les formules, eh bien, les dimensions. En physique, toute formule que vous utilisez, c'est-à-dire toute loi qui a été énoncée, aussi diverse qu'elle soit, doit être dimensionnellement homogène, c'est-à-dire qu'elle doit respecter les dimensions. Donc, prenons un exemple simple, mais concret. Ça fait longtemps que vous connaissez cette relation pour la vitesse moyenne, pour la vitesse si on est à vitesse constante. Et on peut vouloir vérifier que cette relation, elle est dimensionnellement homogène. C'est-à-dire que les unités et donc les dimensions concordent bien. Donc, la vitesse, vous le savez, sur la route, on est en kilomètres par heure ou en mètres par seconde. Donc, ça, si je veux l'écrire à partir d'une de ces 3 unités ici, ou de plusieurs de ces 3 unités, il va falloir que j'écrive un produit ou une division, mais je vais pouvoir écrire que c'est une longueur fois un temps moins 1. C'est ça que ça signifie, des mètres par seconde. Donc, en termes de dimension, c'est ça que je vais écrire. Donc, si je veux l'écrire correctement, il faut que j'écrive que la dimension de la vitesse, pour ça j'indique ma grandeur et je mets des crochets pour dire que je regarde la dimension, c'est des longueurs divisées par des temps. Et si on regarde ce qui se passe de l'autre côté, ben L, c'est facile, c'est une longueur, et delta T, c'est encore une fois écrit dans le nom, c'est un temps. Et donc si je le réécris, la dimension de L sur delta T, c'est L sur T, et donc c'est LT-1. Et donc, on retrouve bien que les dimensions de chaque côté de l'égalité sont identiques. Vous devez vous dire que vous n'êtes pas venu à un cours de physicité pour apprendre ça, parce que ça paraît un petit peu simple. Ok. J'écris plus en bleu. Donc, bon, là, j'ai juste écrit que c'était des longueurs divisées par un temps. Donc, en tout cas,
on vérifie que cette formule-là, elle est dimensionnellement homogène. Vous allez me dire, ça ne sert pas à grand-chose dans la vie de savoir ça. C'était un peu évident. Je suis d'accord avec vous. Néanmoins, on va voir que ça peut être un peu plus utile que ça. Notamment, on a dit, on a un problème avec ce système de dimensions. Je ne sais pas écrire comment est-ce que j'écris une énergie. Une énergie, ça s'exprime en joules, par exemple, ou en électronvolts. Mais ici, je ne vois pas comment écrire des joules. C'est ni une longueur, ni une masse, ni un temps. Donc, comment est-ce que je vais faire pour trouver ce que vaut la dimension d'une énergie? Et bien ça, quand on a besoin de connaître la dimension d'une grandeur, on veut calculer E entre crochets, comme ça, la solution, c'est de faire, entre guillemets, l'inverse de ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire de repartir d'une formule qu'on connaît bien, qui nous donne l'énergie. Alors ça, vous en avez plein, vous en connaissez plein, l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie cinétique, peut-être l'énergie d'interaction électrostatique. En tout cas, il y en a une multiplicité et vous pouvez en choisir une. Donc, moi, ce que je vous conseille ici, c'est de prendre l'énergie cinétique, mais on pourrait faire le travail avec n'importe quelle énergie. Simplement, ça peut être plus ou moins compliqué selon ce que vous choisissez. Et donc, cette formule, comme elle est une formule physique qui est correcte, eh bien, on doit pouvoir montrer qu'elle est dimensionnellement homogène. Comment est-ce qu'elle est dimensionnellement homogène? C'est-à-dire que je dois pouvoir écrire que la dimension de E, c'est égal à la dimension de 1/2 de mv carré. Alors, ce que j'ai pas dit pour le moment, c'est que tout ce qui est constant, ici, ça n'a pas de dimension. C'est une constante qui n'a pas d'unité, pas de dimension. Elle ne représente rien, ni une longueur, ni une masse, ni un temps, ni quoi que ce soit. Donc, finalement, on peut dire que c'est simplement la dimension de mv carré. Une propriété importante des dimensions, c'est qu'on peut dire que la dimension d'un produit, c'est le produit des dimensions. Juste pour formaliser un petit peu plus ce que je viens de dire à l'oral. Et ensuite, donc maintenant, on est ramené à exprimer la dimension de E à partir de dimensions plus simples, qui sont la dimension de M et la dimension de V. Donc la dimension de M, c'est une masse, donc on a directement une des dimensions qu'on avait écrites précédemment, donc c'est directement ici une masse, donc grand M, d'après les notations. Et il me reste la vitesse, mais la vitesse, on vient de l'écrire donc ici, c'est LT-1. Et comme je le mets au carré avec le 2 ici, je ne dis pas en bleu, comme je le mets au carré, eh bien, on va avoir L carré T-2. Et donc là, on arrive à exprimer l'énergie en fonction de M, L et T, qui sont les dimensions de base qu'on s'était données. Donc on a l'expression de l'énergie. Bon, donc là, c'était un petit peu une petite digression pour montrer qu'on pouvait, à partir de l'analyse dimensionnelle, vérifier que nos formules tenaient la route, qu'elles étaient au moins dimensionnellement homogènes, et exprimer maintenant l'énergie, au lieu de l'exprimer en joules, au lieu de dire 10 joules, eh bien, si vous avez envie, vous pouvez l'exprimer en fonction des kilogrammes, des mètres carrés et des secondes moins 2. Donc on peut maintenant dire que des joules, c'est équivalent à cette notation. Il y a plein d'autres façons de l'écrire aussi, si on veut, mais en tout cas, là, c'est un premier résultat. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire de ce résultat? Rappelons-le, on a notre image du champignon, et à la fin, le but du physicien américain Geoffrey Taylor, c'était de trouver l'énergie. Bon, alors, si on reprend la question un petit peu à l'envers, le physicien il dispose uniquement des images du champignon de fumée qui apparaît après l'explosion. Qu'est-ce qu'il peut mesurer, le physicien, sur ces images? Il n'a pas grand-chose à pouvoir mesurer. Bon, il connaît le temps t à laquelle est prise l'image. Ça, c'est un temps. Et il connaît aussi, s'il suppose que le champignon, c'est une sorte de sphère, en quelque sorte, il peut mesurer le rayon de cette sphère à un instant donné. Donc, il dispose de points, il dispose des valeurs de R et des valeurs de T pour plusieurs points de mesure, toutes les images que
que je vous ai montré précédemment sur le diaporama. Et donc, il peut mesurer ça. Et là, il se dit, comment est-ce qu'avec ça, je reviens à l'énergie? Et donc, c'est là qu'on va montrer une des puissances de l'analyse dimensionnelle, c'est qu'il y a beaucoup de lois en physique, si vous y réfléchissez, qui sont des lois de puissance, et ça s'explique avec l'analyse dimensionnelle. Et donc, notre objectif, nous, c'est de trouver comment est-ce que l'énergie, est-ce qu'on peut l'écrire comme une fonction de R et de T? Parce que comme ça, comme je connaîtrais R et T, peut-être que ça me donnera E. Donc en tout cas, j'aimerais bien trouver une relation qui relie ces trois grandeurs. Une relation qui relie ces trois grandeurs, ça veut dire que par exemple, je pourrais exprimer E comme étant R à la puissance alpha et T à la puissance bêta, par exemple. Naïvement, c'est ce que j'ai envie d'écrire. Si je choisis des lois de puissance, puisqu'en physique, on a souvent des lois de puissance. Bon, pour être correct, il faudrait mettre un facteur dedans qui serait sans dimension, mais qui aurait une valeur qui est une constante. Et donc, on écrirait quelque chose de cette formule-là. Sauf que, maintenant, si on reprend un peu de recul et qu'on se rappelle ce qu'on a dit ici, on a dit que cette formule-là, elle doit être dimensionnellement homogène. Or, là, si on écrit les dimensions, à gauche, en dimension, on a une masse, une distance au carré et un t-2. Et ici, si j'écris les dimensions, R c'est longueur, donc j'ai R à la puissance alpha, et j'ai un temps à la puissance bêta. Mais je n'ai pas de masse. Or là, je pourrais jamais, alpha et bêta, je pourrais essayer de les calculer, mais j'aurais jamais de masse, donc ça ne marchera pas. Donc on sait que cette loi, elle n'est pas de cette forme-là. Vous allez me dire, c'est pas très utile de savoir qu'elle n'est pas de cette forme-là, il y a plein de formes dont elle n'est pas de cette forme. Mais il faut donc essayer de raisonner un petit peu et de savoir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Ce qu'on voit du coup sur cette expression, c'est que pour s'en sortir, il faudrait rajouter ici une grandeur supplémentaire, une grandeur, mettons une grandeur que j'appelle B, avec un nouvel exposant, tel que dans l'expression de B, eh bien, on ait une masse qui apparaisse, puisqu'on a besoin d'une masse dans l'expression ici. Donc il faut, en tant que physicien, maintenant réfléchir un petit peu, parce qu'on ne peut pas uniquement se fier comme ça au calcul un peu mathématique. Il faut réfléchir, il faut se dire, physiquement, de quoi est-ce que ça peut dépendre, cette énergie? Ça ne peut pas dépendre que du rayon et du temps, visiblement, il faut rajouter d'autres paramètres. Et donc il faut trouver des paramètres qui pourraient rentrer en compte. Alors là, il y en a plein qui peuvent rentrer en compte. On peut imaginer plein de choses. Par exemple, je ne sais pas, la température de l'air, température de la flamme, enfin au moment de l'explosion. Est-ce que l'air il était très sec? Est-ce qu'il était très humide? Donc il y a plein de choses qu'on peut rajouter. Mais nous, on sait qu'on a besoin de faire apparaître une masse quelque part. Et donc, une des choses que s'est dit le physicien américain, c'est en fait, ce qui paraît logique, c'est que la densité de l'air, donc la masse volumique de l'air environnant, et ça a un rôle. Ce qu'on comprend assez bien, parce que si l'air était beaucoup plus dense, c'était un gaz très dense, donc une masse volumique très élevée, on peut penser effectivement que ça aurait peut-être plus de mal le champignon aurait peut-être plus de mal à se former. Si c'était un solide, ça n'aurait pas le même comportement du tout. Donc on peut considérer qu'effectivement la masse volumique de l'air, c'est un paramètre plutôt cohérent. Et donc on peut le rajouter ici, masse volumique de l'air à la puissance gamma. Et donc là, dans mon expression, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire la dimension de la masse volumique de l'air. La dimension de la masse volumique de l'air ou pas de l'air, c'est la dimension de la masse sur un volume, puisque cette expression-là, elle est correcte physiquement, donc elle est homogène. Et donc, c'est la masse divisée par une longueur au cube. Donc, on a cette expression. Et donc, si je complète ici, maintenant, j'ai un m à la puissance gamma et un L moins 3 gamma. Voilà ce que j'ai. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équation aux dimensions qui découle de l'équation physique qu'on cherche à obtenir. Bon. Et donc maintenant, si on regarde cette expression, eh bien, on veut que les coefficients, donc les exposants, soient les mêmes partout. Donc comment est-ce qu'on peut faire? On peut écrire un système sur les dimensions. Donc on a 3 dimensions, donc on va pouvoir écrire 3 équations
sur la masse, sur la longueur et sur le temps. Et on veut que ça concorde. Donc du côté gauche, j'ai une masse exposant 1. Là, j'ai une longueur exposant 2 et un temps exposant moins 2. Donc j'ai simplement réécrit les dimensions. De l'autre côté, j'ai une masse avec gamma. C'est le seul endroit où il y a une masse. Pour la longueur, j'ai alpha et moins 3 gamma. Et pour le temps, j'ai bêta. Donc, on obtient cette expression, ce système, et ce qu'il nous reste à faire, c'est résoudre ce système pour pouvoir trouver la valeur de nos exposants. Donc, ce système est assez simple, puisque gamma est égal à 1 et bêta est égal à moins 2. Et pour alpha, il suffit de remplacer gamma par sa valeur qui vaut 1 pour trouver alpha égale 5. Ok. Donc du coup, si on réécrit la chose, on voit que E, c'est une constante sans dimension. Et ensuite, R à la puissance 5, T à la puissance moins 2, et T à la puissance moins 2, et ρ à la puissance 1. Donc c'est une loi de cette forme-là. Et ça, c'est en fait suffisant pour le physicien américain pour calculer une estimation de l'énergie. Pourquoi est-ce que c'est suffisant? Parce que on connaît les valeurs de R, de T et de ρ en plusieurs instants pour R et T. Et donc on va pouvoir en déduire la valeur de E. Donc, on va essayer de le faire comme il l'a fait, c'est-à-dire comme un physicien expérimentaliste, parce que c'est important aussi de savoir comment est-ce qu'on exploite des données. Donc, il faut imaginer que sur les photos qui sont montrées sur le diapo, vous avez plusieurs points de mesure, donc vous avez 14 points de mesure de R et de T, et vous pouvez les tracer dans un graphique. Vous pouvez tracer R en fonction de T. Vous allez avoir des points de mesure, on ne sait pas trop exactement, on va augmenter au cours du temps, c'est sûr, mais on ne sait pas forcément trop comment. Et donc, c'est difficile de trouver la relation entre R et T sur une courbe un peu pas très claire comme ça. Ce qui est facile pour le physicien expérimentaliste et pour l'humain, c'est de reconnaître des droites. Donc, quand on veut vérifier une loi expérimentale, on a intérêt à essayer de vérifier que c'est une droite. Donc, pour vérifier que c'est une droite, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut tracer R en fonction de quelque chose. On a R et T et on veut former une droite. Donc, si on connaît l'utilisation du logarithme, on peut s'en sortir avec le logarithme. On peut aussi, par exemple, tracer R à la puissance 5 en fonction de T au carré. Et là, si je porte R à la puissance 5 en fonction de T au carré, la loi que c'est censé me donner d'après cette expression, c'est E sur carreau T carré. Et donc, si je trace R5 en fonction de T carré, je devrais obtenir une droite où le coefficient directeur, c'est E sur carreau. Et donc, si je connais ρ, que je suppose que K est une constante qui n'est pas très très grande, c'est-à-dire qu'elle est de l'ordre de l'unité, ce qui est généralement vérifié pour les lois en analyse dimensionnelle, eh bien, je peux en déduire une valeur de E. Bon, le physicien américain, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé le logarithme. Bon, ça revient presque au même. Hein. Donc, pour ceux qui connaissent le logarithme, si vous l'avez déjà vu en maths, je rappelle juste que les règles du logarithme, ceux qui ne les auraient pas vues, il suffit de savoir que c'est une fonction qui, quand on lui donne un produit, renvoie une somme, que log de 1, ça fait 0, et donc que log de a à la puissance n, ça fait n log de a. Après cet interlude mathématique très très bref, si j'applique le logarithme à une expression comme celle que j'ai donnée ici, on peut écrire que 5 log de R, par exemple sur celle-ci, 5 log de R,
c'est égal à log de E sur carreau plus log de T, de log de T. Et donc maintenant, je peux tracer le logarithme de R en fonction du logarithme de T, et j'obtiendrai à nouveau une droite, où ici c'est l'ordonnée à l'origine qui me donnera la valeur de E. Mais dans les deux cas, je peux trouver la valeur de E. Donc c'est comme ça que ça a été réalisé. Vous avez la courbe qui est tracée ici. Et donc on obtient avec l'ordonnée à l'origine. Alors déjà, ce qu'on peut voir sur la courbe qui est donnée ici, c'est qu'on peut vérifier que le coefficient directeur, 2/5, correspond bien à ce qu'on voit sur la courbe. Ça, on sait que ça va se voir. Et ensuite, on peut lire l'ordonnée à l'origine. Où est-ce qu'on utilise le log décimal? Alors, on utilise le log décimal parce qu'on est sur des lois de puissance en base 10. Donc, si on écrivait un log de... On peut utiliser, si vous préférez utiliser le log de 2, vous savez que donc ln de 2, ça fait la même chose à un coefficient près, donc log dans une base 10, c'est le logarithme divisé par le ln de 10, du coup. Donc, si vous avez l'habitude de travailler avec le logarithme népérien, eh bien, on a juste un coefficient de proportionnalité qui apparaît partout quand on prend le log. Et donc, ça revient exactement au même. Donc, ça change juste comme on ne regarde pas précisément la valeur, il faut simplement savoir ce que vous avez fait pour faire la même chose pour log de R et pour log de T. Donc, on peut utiliser le logarithme en base 10 ou le logarithme népérien. Voilà. Et donc, du coup, avec cette expression, on peut trouver la valeur de E, et c'est comme ça qu'on a trouvé, que le physicien avait trouvé une valeur de 10 puissance 14 joules. Ça, je vais le noter dans un coin parce qu'on va y revenir un tout petit peu plus tard. 10 puissance 14 joules, si vous pouvez déjà réfléchir, ça semble à première vue beaucoup. Pas forcément les ordres de grandeur que vous avez en tête quand on parle d'énergie. Alors, juste faire un dernier point sur l'analyse dimensionnelle pour mentionner un résultat un tout petit peu plus général que celui qu'on vient d'employer ici. Ce qui sera souvent demandé dans les exercices, c'est effectivement de savoir écrire un système comme celui que je viens d'effacer pour trouver une loi de puissance sous une forme comme celle-ci. Plus généralement, pourquoi est-ce qu'on peut utiliser ce type de résultat? C'est grâce à un théorème qui a été démontré par des physiciens il y a deux siècles. Et donc, c'est ce qu'on appelle le théorème Cauchy-Buckingham ou le théorème Pi, pour être plus simple. Et donc, ce théorème, en fait, il justifie ce qu'on a écrit ici et il le place dans un cas un petit peu plus général, qui sera un peu plus détaillé dans le polycopié. Mais il nous dit que si on veut chercher une relation entre G grandeur physique, donc les grandeurs physiques ici en question, c'est E, R, T et Rho. Donc j'ai G qui vaut 4, j'ai 4 grandeurs physiques. Et que j'ai un nombre de dimensions qui interviennent dans ces différentes unités. Donc ça, c'est le nombre de dimensions. Ici, j'avais que M, L et T qui interviennent, la masse, la longueur et le temps. Donc j'ai D égale 3. Et bien dans ce cas-là, je peux former G moins D, nombre sans dimension. Et si je peux former G moins D, nombre sans dimension, ici, je peux donc en former 4 moins 3. Donc un nombre sans dimension, qu'on a généralement du coup pi 1, pi 2, pi 3 si on en a plusieurs. Donc là, le nombre sans dimension que je peux former, c'est celui qui dérive, en fait, c'est K ici, en l'occurrence. Ce qu'on peut remontrer pour vérifier que cette écriture-là, elle est sans dimension. Et donc, ce qu'on peut montrer avec le théorème Pi, c'est comme j'ai un seul nombre sans dimension, bien nécessairement, il est égal à une constante. Donc, on retrouve simplement l'expression qu'on a cherchée ici, mais ça le justifie en quelque sorte. Pourquoi est-ce que ça marche ici? C'est parce qu'on a une grandeur de plus que le nombre de dimensions. Si jamais on avait envie de rajouter
un autre paramètre à notre loi, par exemple la viscosité ou la température, tout simple, la température de l'air environnant, par exemple, du coup, on rajouterait une grandeur, là, on rajouterait une dimension, donc ça ne changerait rien. On aurait toujours un seul nombre sans dimension. Par contre, si on rajoute plutôt que la température, on rajoute la viscosité, qui est une grandeur, pas forcément besoin de connaître, mais qui caractérise est-ce que le fluide il s'écoule vraiment bien, ou est-ce qu'il dissipe de l'énergie, est-ce qu'il perd de l'énergie. Donc, eh bien, cette grandeur-là, elle s'exprime qu'avec MLT. On pourrait chercher à l'exprimer. Donc là, on aura 3 dimensions et 5 grandeurs. Et donc, ça me donnerait un total de 2 nombres sans dimension. Et donc, dans ce cas-là, il faudrait écrire pi1 est égal à f de pi2. Et par d'autres arguments physiques, trouver l'expression de f. On rentre dans des choses un petit peu plus délicates, mais ça peut se faire. Comment tu démontrerais le théorème? Comment est-ce que je démontrerai le théorème? Ça sera un peu mieux expliqué dans le polycopier, parce qu'il faut faire intervenir toutes les... Il faut... Je ne sais pas si je peux donner une réponse simple à cette question. Il faut revenir au fait qu'on a g grandeur, que les dimensions, elles nous donnent un système, le nombre de dimensions, c'est le nombre d'équations de notre système qu'on a voulu écrire tout à l'heure. Donc on a g grandeur et on a d équations. Et donc un système comme ça, vous savez que vous pouvez un système de g inconnu avec des équations, vous ne pourrez pas le résoudre complètement. Et donc du coup, il y a g moins d non caractéristiques ça veut dire qu'il y a des grandeurs qui sont proportionnelles à une autre. On manque d'informations pour pouvoir le résoudre entièrement. Donc on ne sait pas le résoudre précisément pour chaque grandeur, mais on sait le résoudre pour certaines combinaisons particulières de grandeur. Si ça vous intéresse, ça sera plus détaillé dans le polycopier plus extensivement. Et comme ici, c'était pas le but de faire un grand cours d'analyse dimensionnelle et de vous donner simplement les résultats, le théorème pi, c'était déjà un petit peu aller plus loin. La plupart du temps, ce qu'il vous suffit de faire, c'est on vous demandera une expression sous cette forme-là, avec des exposants à déterminer, et il faudra écrire un système pour le déterminer. C'est déjà très bien de savoir faire ça. Voilà, donc on en a terminé avec l'analyse dimensionnelle, et on va revenir à la physique nucléaire, et pour ça, on se rappelle qu'on a un fil rouge, donc, qui est la bombe atomique, et qu'elle vient de nous montrer, ce fil rouge, qui vient de nous montrer qu'on a trouvé une énergie. On a estimé une énergie de 10 puissance 14 joules. 10 puissance 14 joules, c'est conséquent, c'est très conséquent, mais en physique, on n'aime pas dire que c'est conséquent, c'est grand, ça ne veut rien dire, il faut prendre l'habitude de dire que c'est grand par rapport à quelque chose. Parce qu'effectivement, c'est grand par rapport à l'énergie de ce que je mange, de ce que m'apportent mes repas par jour, mais bon, ça, on s'y attend. Donc on essaye de comparer à des choses qu'on connaît et qui sont conséquentes. Par exemple, si on regarde l'énergie qui est consommée en France, un ordre de grandeur de l'énergie consommée en France pendant une année, c'est 10 puissance 12 joules. En France, en une année. Donc, on voit que l'énergie dégagée par cette bombe atomique, elle est déjà 100 fois plus grande de ce qu'on consomme en France pendant une année, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Donc, on comprend que ces réactions, elles vont engendrer beaucoup d'énergie, et donc on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que pour ces réactions on va avoir beaucoup d'énergie mise en cause. Donc, déjà, de quelle réaction on parle ici? Eh bien, on va entrer dans la troisième partie du cours, où on parle des réactions nucléaires. Alors, premier petit point, donc il existe plusieurs types de réactions nucléaires. On va voir la fission, la fusion et la radioactivité de manière plus générale.
Déjà, pourquoi est-ce qu'on parle des réactions nucléaires par opposition à quoi est-ce qu'on en parle? Eh bien, on en parle par rapport aux réactions chimiques. On n'est toujours pas dans le cours des IFO, mais je parle beaucoup de chimie quand même. Donc, ici, les réactions que vous connaissez, on peut généralement les classer dans 3 types, les réactions physiques, chimiques et nucléaires. Et chacune, elles ont un objet différent. Donc, les réactions physiques, c'est les réactions de changement d'état. C'est-à-dire qu'on ne change pas l'espèce considérée, on considère par exemple toujours de l'eau, mais on va simplement regarder son état qui va changer, donc passer de l'état gazeux à l'état solide, par exemple, ou vapeur. Les réactions chimiques, en revanche, elles vont pas conserver l'élément, elles vont pas conserver les molécules, l'espèce, mais elles vont conserver les atomes. Donc là, on conserve, en physique, on conserve l'espèce complète, donc par exemple H2O. Là, en chimie, on ne conserve plus l'espèce, on conserve simplement l'atome. C'est-à-dire que si on fait une réaction avec de l'eau, on peut aboutir à d'autres choses, à du dioxygène et du dihydrogène par exemple, mais on conserve toujours le même nombre d'atomes. Et les réactions nucléaires, cette fois, on va encore plus loin, on ne conserve même plus les atomes, on conserve simplement les neutrons et les protons. Donc on conserve simplement les nucléons, on conserve ce qui est encore plus petit. Donc on avance en termes de ce qu'on regarde et de ce qui est conservé. Donc, quelle brique élémentaire et qu'est-ce qu'on construit? En chimie, on a la brique élémentaire qui est l'atome et on construit des molécules. En nucléaire, on a la brique élémentaire qui est le neutron ou le proton et on construit des atomes, des noyaux. Donc tout ça pour dire que ça a des énergies aussi plus grandes parce qu'on regarde à une échelle plus petite. Ça peut paraître un peu incohérent ce que je viens de dire, mais en tout cas, comme on change d'échelle, de taille, on change aussi d'échelle d'énergie. En effet, pour une réaction chimique, un ordre de grandeur, c'est qu'une réaction chimique, c'est environ un dégagement énergétique, selon les réactions bien sûr, de 1 électronvolt par atome. C'est un ordre de grandeur. Donc un électronvolt, ça serait 10 moins 19 joules. 1,6 fois 10 moins 19 joules. Et pour une réaction nucléaire, alors ça c'était pour la bombe atomique où il y avait beaucoup d'atomes à l'intérieur, mais si on revient à quelque chose par atome, en règle générale, pour la réaction nucléaire, c'est 200 millions d'électronvolts. 200 mégaélectronvolts. Et donc par atome toujours. Comme on a énormément d'atomes, on a des valeurs de l'ordre de 10 puissance 14. Ça dépend des types de réactions. Les bombes atomiques, ce n'est pas forcément les réactions les plus énergétiques non plus. Ça dépend des réactions. Ici, c'est des ordres de grandeur, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les réactions nucléaires, elles se passent à une échelle plus petite que les échelles atomiques, mais elles dégagent une énergie beaucoup plus grande que les réactions chimiques. Donc on diminue la longueur, on diminue l'échelle de longueur, mais on augmente l'échelle énergétique. Donc ça, c'était pour rentrer un petit peu dans le sujet des réactions nucléaires. Et ensuite, ce qu'on veut nous savoir, c'est les décrire, ces réactions nucléaires. Et donc on en a de plusieurs types, on peut les décrire, les classifier, selon les principaux mécanismes qui assurent ces réactions. Et le premier type de réaction, c'est ce qu'on appelle la fission. Alors, qu'est-ce que la fission? La fission, c'est un phénomène par lequel on a un atome lourd, un gros atome, donc un gros noyau, correct, et qui va se scinder en 2 plus petits atomes. Bon, en réalité, lors de cette réaction, on a aussi d'autres choses qui se passent, et notamment, on a émission de plus petites particules qui peuvent venir ensuite refrapper un autre atome. Par exemple, la fission, elle peut être engendrée par le fait qu'il y a un neutron qui vient taper un gros atome, et cela forme comme ça 2 plus petits atomes et 3 neutrons qui en sortent. Donc ça, c'est des noyaux en vert.
Donc, ce seront des éléments différents, puisque on ne peut pas former à partir d'un noyau deux noyaux aussi gros, donc ce seront d'autres noyaux. Et là, ce sont des neutrons. Donc on a ce phénomène ici qui est la fission nucléaire. Le principe de la fission, c'est qu'on a souvent un noyau ici qui est lourd, et du coup ici des noyaux légers. Donc on va voir pourquoi plus tard, c'est toujours la fission sur des noyaux lourds qui donne des noyaux légers, et que la fission elle fait intervenir des espèces du tableau périodique qui ont des Z, donc des numéros atomiques assez élevés dans le tableau périodique. On parle de la fission de l'uranium, du plutonium, mais pas de la fission de l'hélium, par exemple. On va regarder un peu pourquoi est-ce que c'est la fission des atomes lourds qu'on regarde le plus souvent et pourquoi c'est celles-là qui sont favorisées. Ça, on va y revenir un tout petit peu plus tard. Juste, ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'on a des neutrons qui sont formés, qui sont parmi les produits de la réaction, mais on a aussi un neutron qui fait partie des réactifs de la réaction. Et donc, ce qu'on peut supposer, c'est qu'un neutron qui a fini ici, s'il reste du réactif, ben, il peut venir à nouveau fissionner un nouveau noyau, et donc ça fait une boucle. Une boucle, c'est pas très joli, on dit que ça fait une réaction en chaîne, et donc la fission, c'est connu pour former des réactions en chaîne. Donc le problème, entre guillemets, des réactions en chaîne, c'est quoi? C'est que ici, j'ai un neutron au début qui est venu taper un atome, et là, il y a 3 neutrons qui ressortent. Donc il y a 3 nouvelles réactions qui vont pouvoir être engendrées, et etc., etc. Donc à la fin, ça grandit de manière assez exponentielle, et donc on peut avoir des réactions qui sont très énergétiques parce qu'on a de beaucoup plus en plus de réactifs qui sont utilisés. Néanmoins, c'est l'image souvent qu'on vous donne des réactions en chaîne. Toutefois, il faut quand même mettre un petit peu un warning à cette représentation. En fait, si j'ai un matériau, alors là je fais un énorme zoom sur mon matériau, mais il faut imaginer que même si le matériau il est très dense, les noyaux dans un atome, c'est pas ce qui représente le plus de taille. Le noyau, c'est très petit, c'est très dense, ça consiste à toute la masse quasiment de l'atome est concentrée dans le noyau, mais ce qu'il y a autour, c'est aussi très important. On a un nuage électronique qui est très très important, très grand, très peu lourd, mais très important. Et donc dans un matériau, les électrons ils sont un peu partagés entre tout le monde, c'est pour ça que ça fait un métal, un beau matériau. Mais en tout cas, tout ce que le rouge là, c'est difficile à décrire, on décrit ça avec de la physique quantique, mais c'est essentiellement du vide, il y a très très peu de matière autour du noyau de l'atome. Au final, ça fait quand même une table, ça fait quand même quelque chose de solide. Je suis pas en train de dire que la matière c'est du vide, mais il y a quand même beaucoup d'interstices, et donc le noyau ne représente pas beaucoup d'espace. Et donc si j'ai une réaction en chaîne en tout cas j'ai une réaction de fission qui se passe, oui j'ai des neutrons, si j'ai un neutron qui vient taper cet atome, effectivement il y en a 3 qui vont ressortir, mais si les 3 ils passent comme ça et comme ça, j'aurai pas de réaction en chaîne. Parce qu'il n'y en aura aucun qui aura tapé un autre noyau. Donc, il y a aussi la configuration et la taille du morceau d'uranium, par exemple, considéré, qui a un impact, la forme qu'il a aussi, parce que pour que tous les neutrons émis soient efficaces, il faut une certaine géométrie et certaines conditions. C'est pour ça qu'on a la notion de masse critique qui peut intervenir. Mais en tout cas, ce qu'il est bon de garder en tête, c'est que oui, une réaction en chaîne, c'est dangereux parce que ça s'emballe, comme les réacteurs en chimie, ça s'emballe, beaucoup de plus d'énergie, on ne peut pas contrôler la réaction, mais tout de même, parfois, selon les conditions géométriques et les conditions de taille, on n'a pas toujours l'existence de ces réactions en chaîne. Donc ça, c'était pour la fission. Je vais garder le petit schéma à gauche, et on va regarder ce qui se passe au niveau de l'autre grand type de réaction nucléaire, qui est la fusion. Donc, petit 2, la fusion. Qu'est-ce que la fusion? La fusion, entre guillemets, c'est l'inverse. Quand je dis l'inverse, ça va prendre avec des pincettes, c'est pas un sens mathématique, mais c'est en tout cas un processus un petit peu opposé. On a 2 petits noyaux qui vont former un gros noyau.
Ça, c'est dans l'autre sens. Donc pareil, il peut y avoir des particules élémentaires comme les neutrons qui apparaissent dans le bilan, mais l'idée principale ici, c'est qu'on a deux petits noyaux qui donnent un gros noyau. Noyau fils, noyau père. L'inverse. Là, c'était noyau père donne deux noyaux fils, et là, on a deux noyaux pères qui donnent un seul noyau fils. Pas les mêmes relations, mais en tout cas, les schémas de base, ce sont ceux-ci. Et donc, notre question maintenant, c'est pourquoi est-ce que la fusion, quand vous en entendez parler, la fusion, ça vient souvent des étoiles, ce qu'on regarde dans les étoiles, donc le Soleil, une grande partie de son rayonnement est due aux réactions de fusion qui le maintiennent en vie. Dans toutes les étoiles, c'est la même chose. La fusion nucléaire que le projet ITER est en train de mener dans le sud de la France, de manière internationale, c'est aussi avec des atomes très peu lourds. Donc ça, c'est souvent de l'hélium, de l'hydrogène, c'est des éléments très peu lourds. Alors que la fission, c'est des éléments, au contraire, plutôt lourds au départ. Et la réciproque n'est pas vraie. Donc l'uranium, le plutonium, ce genre de choses. Et donc on peut se demander pourquoi est-ce que c'est toujours dans ce cas et pourquoi est-ce que je ne peux pas additionner, par exemple, deux moyens atomes. Pourquoi je ne peux pas additionner deux noyaux de fer, par exemple, pour avoir quelque chose d'un peu plus gros? Ou pourquoi j'ai jamais la fission du carbone, par exemple, en hydrogène, ce genre de choses. Et donc, c'est ça qu'on peut un petit peu se demander. Et ça, c'est bien expliqué par ce qu'on appelle la courbe d'Aston, que vous avez normalement sur la slide qui s'affiche. Et cette courbe, elle est représentée de cette forme-là, comme ça, et elle représente l'énergie de liaison en fonction du nombre de nucléons par atome. Bon, ce qu'il faut voir ici, c'est que la flèche du bas, c'est en gros, j'avance dans le tableau périodique, j'augmente le numéro atomique, j'augmente Z, ou j'augmente le nombre de nucléons, mais relativement à ce phénomène. Donc elle présente une forte croissance initialement, et ensuite ici, un maximum qui est pour le fer 56, elle commence à décroître. Et maintenant, on a envie d'essayer de lier cette courbe d'Aston à pourquoi est-ce que la fusion, elle se passe dans cette zone. La zone on prend des petits atomes, ça c'est la fusion. Et pourquoi est-ce que la fission, elle se passe dans la zone des gros atomes, au début. On est ici. Et là, le problème, c'est que ici, j'ai une énergie de liaison. Et l'énergie de liaison, pour le moment, on n'en a pas trop parlé et on n'a pas trop vu pourquoi est-ce que c'était important et comment est-ce que c'était lié à tout ça. Donc, ce que je propose, c'est de garder ça en tête, mais d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que maintenant, dans les réactions nucléaires, pourquoi est-ce que c'est important de prendre en compte l'énergie de liaison et qu'est-ce que c'est que vraiment l'énergie de liaison. Donc, pour ça, je vais faire ça, mais on va garder le diagramme d'Aston et on va y revenir. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on va faire appel à des notions d'équivalence masse-énergie. Donc ça, c'est un gros principe. Donc, comme je le disais, la physique nucléaire, elle s'est développée dans la physique moderne du XXe siècle, au début du XXe siècle. Et donc, elle s'est développée conjointement à la théorie de la relativité générale. Et donc, Einstein, entre autres, a été un des grands noms de la relativité générale et restreinte que vous avez vu la semaine dernière. Et en tout cas, il y a le principe d'équivalence masse-énergie, qui est donc qu'on a un différentiel d'énergie qui est dû à une différence de masse multipliée par C au carré. Accessoirement, vous vérifiez qu'en prenant C de la vitesse de la lumière, cette expression est bien homogène, comme toutes les relations que vous avez vues dans votre vie en physique. Et donc là, on voit qu'on commence à pouvoir décrire un petit peu plus le graphe d'Aston, puisque on a une histoire d'énergie et une histoire de masse. Donc l'énergie, on comprend qu'elle est un petit peu liée à ça. Mais on va regarder un petit peu maintenant qu'est-ce qui se passe.
Vous savez qu'en chimie, par exemple, ce qui se conserve dans nos lois, c'est pas la masse, donc je peux avoir des changements de masse quand je fais de la chimie, c'est les quantités de matière. Et donc là, c'est pareil, pour les réactions nucléaires, quand je fais une réaction nucléaire, je peux avoir un changement de masse dans mon dispositif. Donc ce changement de masse, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le défaut de masse. Et ce défaut de masse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement la différence entre la masse initiale, la masse finale, pardon, et la masse initiale. Voilà. Plus particulièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple je veux former un noyau, donc au départ, j'ai des nucléons qui sont les uns à côté des autres, et ma réaction est de former ensuite un noyau, eh bien, ce que je vais dire, c'est que la masse du noyau, moins 4 fois la masse des nucléons, eh bien, cette quantité, c'est ce qu'on appelle le défaut de masse. Et ce qu'on peut montrer, c'est que la masse d'un noyau atomique, bien, elle est toujours inférieure à la masse des nucléons. C'est ça qu'on appelle ça un défaut de masse, c'est-à-dire que quand je forme mon noyau, eh ben, je perds de la masse. Pourquoi est-ce que je perds de la masse? Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il faut bien que mes 4 petits nucléons ils restent accrochés dans le noyau et qu'ils forment avec une interaction, qui soient les uns à côté des autres et qui se tiennent les uns aux autres. Et donc là, il y a une énergie d'interaction, une énergie de liaison, justement. Et donc pourquoi est-ce qu'il y a cette énergie de liaison? Eh bien, c'est parce que il y a un défaut de masse. Donc, comme il y a un défaut de masse, il y a une énergie de liaison qui existe bien ici, et donc qui va permettre de comprendre le graphe d'Aston. Donc, nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est comment est-ce que va évoluer un système, donc dans une fusion ou dans une fission. Est-ce que c'est plus favorable ou moins favorable pour un atome? Par exemple, si je suis en fission, si j'ai un atome tout seul et que je veux qu'il devienne 2 petits atomes, par exemple, eh bien, est-ce que cette réaction, elle est favorable pour lui ou est-ce qu'elle est défavorable? En physique, vous pouvez commencer à comprendre que les différentes interactions, elles sont faites pour minimiser l'énergie du système. On peut comprendre pourquoi est-ce que ma craie tombe quand je la lâche. Parce que quand elle est en hauteur, elle a plus d'énergie potentielle que quand elle est au sol, énergie potentielle de pesanteur. Et donc, pour minimiser son énergie, elle a intérêt à descendre, et c'est une des conséquences de la gravité, mais c'est comme ça qu'on peut le décrire de manière énergétique. Donc tout système a envie de minimiser son énergie. Or là, vous voyez, la courbe, elle est dans ce sens-là pour l'énergie de liaison. Mais donc l'énergie propre de l'atome, on peut plutôt dessiner la courbe dans l'autre sens, pour ce qui nous intéresse. Donc j'ai simplement fait un inverse de la courbe, donc toujours avec le nombre. Donc là, je considère moins l'énergie de liaison. C'est ici ce qui nous intéresse dans notre cas. Donc j'ai toujours le K56 ici. Et maintenant, je veux savoir qu'est-ce qui se passe si je suis un atome qui est ici. Ben, on voit que si je suis ce qu'on appelle un atome lourd, si je suis un atome lourd, énergétiquement, ce qui m'intéresse, c'est de diminuer mon énergie totale, donc c'est de me déplacer comme ça sur la courbe. Et se déplacer pour minimiser son énergie, donc pour diminuer la valeur de l'énergie, ça correspond donc à diminuer son numéro atomique, ou en tout cas son nombre de nucléons. Donc à diminuer A. Donc pour diminuer A, je vais devoir perdre et donc éventuellement me séparer en deux pour fissionner et donc donner naissance à des noyaux plus légers. Donc dans cette zone-là, j'ai bien une fission. De l'autre côté, si je prends un atome qui est léger, eh bien, si je me mets ici, si j'essaye de fissionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devenir encore avec un A plus petit. Donc, c'est-à-dire que je monterai sur la courbe ici.
et donc que j'augmenterai en énergie. Alors ça, c'est pas favorable du tout énergétiquement. On voit que ce qui est plus favorable pour un atome léger, c'est de grossir, de s'associer avec un autre pour former pour avoir moins d'énergie en formant un noyau plus gros. Et donc en se déplaçant dans ce sens-là, comme ça, eh bien ici on a bien une fusion. Donc théoriquement, on pourrait faire une fusion avec des atomes un peu plus gros ou une fission avec des atomes un peu plus légers, mais ça demande un apport d'énergie très fort puisque on ne va pas dans le bon sens. On ne fait pas ce que le système veut. Le système veut devenir plus stable, donc il veut descendre ici et donc fusionner, et ici fissionner, et pas l'inverse. Donc c'est une explication de pourquoi est-ce que dans le sens exoénergétique, dans le sens favorable, dans le sens où ça dégage de l'énergie, où c'est pas nous qui apportons de l'énergie, mais c'est le système qui va se stabiliser en dégageant de l'énergie, en étant exoénergétique, eh bien la fusion exoénergétique et la fission exoénergétique, ce sont les réactions qu'on a mentionnées plus tôt. Donc voilà pourquoi est-ce que ces deux réactions peuvent nous intéresser. Et donc ça me permet de comprendre comment est-ce que l'énergie est reliée à la masse, et tout ça, ça repose sur le principe d'équivalence de masse-énergie, qui est un principe qui a été développé notamment par Albert Einstein. Je vais en profiter pour dire un mot sur Einstein, au sujet de la bombe atomique, pour garder ce magnifique fil rouge. Einstein avait voulu communiquer au président des États-Unis le danger que représentait la bombe atomique. Donc en milieu 1939, en ayant connaissance du développement du nazisme en Allemagne et des risques que la guerre allait créer, il avait voulu avertir le gouvernement américain en leur disant que c'était très dangereux, avec le nucléaire on pouvait faire de grosses bêtises, entre guillemets, mais au lieu que les États-Unis prennent conscience de ce problème et essayent de... On ne sait pas quoi faire, mais en tout cas Einstein voulait les prévenir, eh bien, ils ont plutôt compris ça comme une manière de, eux, pouvoir s'en servir. Et donc, malgré lui, en fait, Einstein a contribué au développement de la bombe atomique en Allemagne, aux États-Unis, puisqu'il a averti de la possibilité de créer des réactions très énergétiques et de s'en servir comme dans des bombes. Donc, les progrès scientifiques peuvent être mal utilisés dans la géopolitique et les contraintes politiques mondiales. Mais on verra qu'il y a aussi de bonnes utilisations du nucléaire, et c'est sur ça qu'on va maintenant se consacrer avec les derniers types de réactions nucléaires, qu'est la radioactivité. Alors, qu'est-ce que la radioactivité et comment est-ce qu'elle est apparue? Donc, elle est apparue avant la Première Guerre mondiale, donc moins de problématiques. Elle a été principalement portée par les époux Curie et Becquerel, qui ont découvert les rayonnements qu'émettaient certaines pierres, certains solides. Et elle a connu un essor assez rapide, notamment pour des applications médicales, pour tout ce qui est la radiographie, un contrôle et une utilisation sensée de la radioactivité. On a également aussi évoqué la datation tout à l'heure pour les sciences de la vie, qui utilisent des phénomènes liés à la radioactivité de certains éléments. Donc c'est quelque chose qui est bien compris et bien utilisé par l'homme aujourd'hui, même si ça n'a pas été toujours le cas au début, puisque très initialement, des éléments très radioactifs avec des rayonnements très dangereux étaient utilisés pour les cosmétiques. Donc on voit que ça a quand même, au début, toujours pareil, les révolutions scientifiques peuvent prendre du temps à être bien utilisées et bien comprises. En tout cas, on va essayer, nous, de comprendre ici qu'est-ce que la radioactivité et quels sont les types de réactions nucléaires qui sont liées à la radioactivité. Donc, qu'est-ce que c'est que la radioactivité? Bien, on a dit tout à l'heure, au début du cours, qu'il y avait différents éléments chimiques et que ces éléments chimiques existaient généralement sous forme de plusieurs isotopes. On avait pris l'exemple du carbone 14 et du carbone 12, qui sont le même élément chimique,
avec le même numéro atomique, mais qui ont un nombre différent de neutrons. Et en réalité, il y a un de ces éléments qui est instable et un qui est stable. Le carbone 12 est le plus stable. Le carbone 14, lui, ne va pas être stable, c'est-à-dire qu'au cours du temps, sa quantité va diminuer. Là, tu es en train de montrer la radioactivité qui est un processus naturel, mais est-ce que les réactions de fission et de fusion peuvent aussi être naturelles? Alors, ça dépend. Qu'est-ce qu'on entend par naturel? Mais par exemple, la fission, la fusion, elle existe au niveau stellaire. Dans toutes les étoiles, c'est des rayonnements. Dans les étoiles, on a une fusion conséquente d'hélium et d'hydrogène qui sont les principaux constituants des corps des étoiles. Et donc, c'est quelque chose qui se fait de manière naturelle, puisqu'on a une grande chaleur, donc, les réactions sont favorisées, on a une grande concentration, une grande densité, ce qu'on appelle avec des étoiles avec une forte concentration d'atomes à un même endroit, et donc une possibilité d'avoir beaucoup de neutrons qui frappent et engendrent des réactions. Donc c'est quelque chose qui se fait bien à l'échelle naturelle sans l'homme, et qui d'ailleurs, la fusion est particulièrement difficile à mettre en place par l'homme de manière contrôlée, puisque c'est ce qu'essayent de faire les chercheurs depuis déjà pas mal d'années pour mettre en place des réactions de fusion pour produire de l'électricité ou de l'énergie avec le projet par exemple ITER, et c'est très compliqué de réussir à avoir des conditions aussi bonnes qu'un système naturel comme le système stellaire. Donc c'est quelque chose qui est essentiellement naturel et que les humains là, essayent de copier mais ont du mal. Et la radioactivité, comme on va le voir, la principale différence c'est effectivement que c'est quelque chose de spontané et c'est naturel aussi, mais on va voir que c'est un petit peu différent. Donc on a des espèces qui sont radioactives, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir évoluer au cours du temps et se dégrader pour être plus stables. Pourquoi? Parce que le carbone 14, eh bien, si on reprend un raisonnement énergétique, c'est comme s'il avait un peu plus d'énergie que le carbone 12, et donc il a une énergie excédentaire, et on a dit qu'un système, pour être stable, il devait atteindre un minimum d'énergie. Donc eh ben, lui, il ne peut pas rester éternellement un carbone 14, il doit atteindre une forme plus stable, et donc pour cela, il va subir des désintégrations, donc qui sont des processus radioactifs, pour atteindre des formes plus stables. Pas forcément celle du carbone 12, mais il va pouvoir devenir d'autres formes d'éléments, d'autres constituants, pour avoir des formes plus stables que celles du carbone 14. Dans toutes ces réactions de radioactivité, eh bien, on aura des émissions de particules qui sont, parce que comme l'atome il a une énergie excédentaire, le noyau ici, il a une énergie excédentaire, donc il va former des atomes plus petits, des noyaux plus petits, mais il y a également une énergie qui peut être évacuée sous différents types de processus. Et un des processus, c'est par exemple l'émission de photons. On peut avoir une émission de photons, que je vais noter gamma. On peut avoir une émission d'électrons. Ça, c'est des choses que vous connaissez un petit peu. Et on peut avoir aussi l'émission d'un positron. Donc un positron, c'est quoi? C'est comme un électron, donc c'est la même masse qu'un électron, mais c'est chargé positivement au lieu d'être négativement. Et on a aussi les particules alpha. Particules alpha, c'est quoi? C'est un atome d'hélium. Donc ça, c'est des petites particules qui peuvent être éjectées lors des réactions radioactives. Et donc, ça va nous donner le nom à différentes réactions de radioactivité. Je vais les énumérer ici, mais ce n'est pas forcément le plus important à connaître. On va essayer surtout de comprendre les mécanismes qu'il faut savoir refaire en radioactivité et voir comment est-ce qu'on traite un problème de radioactivité. C'est quoi gamma? Gamma, c'est un photon. Donc, ce n'est pas une particule. Vous avez déjà vu un petit peu avec Maxime la semaine dernière que la lumière, elle se déplace à une vitesse c, il y a une dualité un petit peu onde-particule. Donc le photon, c'est la particule qui est associée à la lumière, mais c'est une particule qui serait sans masse, donc c'est une particule un peu spéciale. On peut voir ça comme un rayonnement, plutôt quand on va avoir un choc ou dans une réaction, donc on va
avoir une des réactions de radioactivité qui va conduire à l'émission d'un photon. Et donc, si on en a plusieurs, ça va émettre un rayonnement lumineux. On peut voir ça comme ça. Et donc, le reste, ça, c'était un électron, et ça, c'est un positron ou un positon. Positon ou positron. Donc ça, c'est un électron, mais c'est une particule du même masse que l'électron, mais de charge opposée. Donc, les différents types de réactions qu'on peut avoir, ils sont donnés selon en fait les différents types de particules qu'on peut éjecter. Donc, par exemple, il y a ce qu'on appelle la désintégration alpha. Donc, c'est toujours des désintégrations puisqu'on part de quelque chose et on va devenir plus petit en éjectant un peu d'énergie excédentaire. Et donc, la désintégration alpha, par exemple, eh bien, c'est une réaction où on va éjecter une particule alpha. Donc, qu'est-ce que ça va être? À chaque fois, on part de la représentation qu'on avait précédemment. Je vais ajouter le n pour le nombre de neutrons, mais à chaque fois, on a nucléon, proton et neutron. Et on va donner un autre élément, plus, qui aura ses propres propriétés, A, Z et N. Plus, ici, comme on a une désintégration alpha, on va avoir la particule alpha déjectée, donc on va avoir un atome d'hélium éjecté. Un atome d'hélium qui s'écrit donc comme ça. Or, la conservation ici, on peut faire la même chose entre guillemets qu'en chimie en mettant les bons coefficients stoichiométriques pour équilibrer une réaction. Ici, on veut juste équilibrer, donc pas en termes de conservation des atomes, ici ce qui se conserve, c'est le nombre de nucléons, le nombre de neutrons et le nombre de protons. Donc ici, j'avais Z protons initialement, donc j'en ai maintenant Z-2, puisque j'en ai 2 ici. J'avais N neutrons, donc j'en ai N-2 ici, puisque il y en a 2 dans l'hélium. Et enfin, ici, j'en ai donc A-4. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on écrit une réaction de désintégration alpha. On peut faire la même chose pour une réaction bêta. Alors les réactions bêta, il y en a 2. Il y a les bêta-, où on éjecte un électron, et les bêta+, où on éjecte un positron. Donc c'est la même chose, sauf que la particule qu'on met ici, eh bien, c'est soit l'électron, soit le positron. Et donc on peut en déduire qu'est-ce qui est émis ici. Donc ça va être différentes choses selon est-ce qu'on est avec un électron. Donc un électron, il faut l'écrire sous la même... Donc un électron, il est chargé par exemple négativement. Donc on a ici un -1. C'est ça qu'on peut représenter sous cette forme. Et donc on peut écrire la réaction. Par exemple, pour la réaction β-, on va éjecter un électron, pardon. Donc on part d'un atome de la même façon, et on va éjecter un électron. Et donc comment est-ce que ça revient à s'écrire? L'électron, il n'a pas de nombre de masse, donc A, il est conservé. Sauf qu'au niveau des charges, là, j'ai un -1. Donc ici, je dois avoir un Z+1. Mais du coup, comme A est conservé, il faut que ici, j'ai N-1. Donc ça, c'est pour la réaction β-. Faire la même chose pour la réaction β+, en changeant les 1 en -1. Enfin, pour le photon, c'est un petit peu différent. Ici, c'est qu'on part d'un atome qui est excité. Donc, excité, vous verrez un petit peu la semaine prochaine qu'est-ce que ça veut dire excité. C'est-à-dire qu'il a un excitant d'énergie. Donc on le met généralement avec un plus. Mais c'est ni un proton en plus, ni un nucléon en plus, c'est un peu trop d'énergie. Et donc il va se désexciter en émettant un photon. Un ou plusieurs photons, puisque vous verrez que ça a des conséquences en fonction de l'énergie qu'on met. C'est une supposition, est-ce que c'est toujours le cas qu'il n'y a qu'une particule émise? C'est une bonne question. En réalité, on sait, je vais vous montrer petit graphe, ça s'appelle le diagramme de Segré, et on sait que on va avoir à chaque fois une particule émise, mais que les réactions peuvent s'enchaîner. Je peux avoir plusieurs réactions qui me font perdre. Par exemple, si on prend le diagramme de Segré qu'on a sur l'écran,
ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, parfois, il y a un excédent très important de Z ici, de plusieurs, par rapport à l'élément final, par exemple, ça serait, qui nous intéresse, ça serait avec un Z-5, par exemple, ici, c'est-à-dire qu'on veut perdre, on a trop de protons, et bien, dans ce cas-là, avec le même nombre d'électrons, ici, on va jamais émettre une particule avec 5 protons d'un coup, on va juste émettre plusieurs fois à la suite des électrons. Donc on peut décomposer, on va dire, en réaction élémentaire, à chaque fois on émet une seule particule, mais elles peuvent arriver en chaîne. Concrètement, c'est quoi un positon? Un positon, c'est donc une particule élémentaire qui a la même charge, qui a la même masse que l'électron, mais qui a une charge opposée. Donc c'est pas un proton parce qu'il n'a pas du tout la même masse que le proton, mais c'est une particule élémentaire qui a les mêmes tailles que l'électron, mais pas la même charge. Est-ce que tu peux réexpliquer pourquoi il y a un N-1 dans la désintégration de bêta-? Ouais. Alors, parce que ici, ce qu'il faut voir pour la bêta-, c'est que l'électron, si je veux l'écrire, lui, il a pas de proton. L'électron n'a pas de proton. Enfin, son nombre de masse, pas de nucléons, c'est 0. Et donc, il a juste une charge moins. Or, les charges, elles viennent à ce niveau-là, elles viennent sur le nombre de protons dans le noyau. Et donc, ici, puisque j'ai une charge moins, il faut que j'ai une charge plus supplémentaire ici. Donc c'est pour ça qu'il y a un +1 ici. Or, le nombre de masse, il est conservé parce que le nombre de masse, c'est uniquement ce qu'il y a dans le noyau, donc c'est pas les électrons. Donc l'électron, il n'a pas de nombre de masse, donc A, il faut qu'il soit conservé. Or, A, on avait vu précédemment que c'était égal à Z plus N. Et donc si c'est égal à Z plus N, si j'ai Z plus 1, il faut que j'ai N-1. Et donc, si j'émets un positon, eh bien, j'aurai un Z-1 et un N plus 1 pour les mêmes raisons, mais en opposé. Ok. Donc, pour conclure le cours, on va regarder ce qui se passe maintenant si on veut décrire une population de noyaux soumise à la radioactivité. Donc, on l'a dit, c'est un phénomène qui est naturel et surtout c'est un phénomène qui est spontané, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir, ça va se passer, les particules ont envie de se désintégrer, mais on ne sait pas exactement quelle particule va se désintégrer à quel moment. C'est une évolution qui est entièrement probabiliste. Et donc on va étudier comment est-ce qu'on peut caractériser cette évolution d'une population de noyaux. Donc le cadre maintenant, c'est qu'on suppose qu'on a de nombreux noyaux radioactifs qui vont donc se désintégrer par un des biais qu'on a pu évoquer. Et donc initialement, on a une population avec N0 noyaux, AT est égal à 0. Et on veut regarder comment est-ce que ce nombre de noyaux va évoluer au cours du temps. Néanmoins, comme c'est un caractère probabiliste, eh bien la seule donnée qu'on a, c'est qu'on sait qu'on a une probabilité de désintégration. La probabilité de désintégration, c'est quoi? C'est lambda. Ça veut dire que pendant un instant, une petite durée, pendant une durée que je vais noter dt, c'est une petite durée, vous imaginez que c'est un delta t, pendant une seconde, pendant une durée dt, la probabilité qu'un atome se désintègre, eh bien, ça va être lambda dt. Ça, c'est une probabilité. Et lambda, c'est ce qu'on appelle la constante de temps radioactive. La constante de temps d'une espèce. Donc, elle va varier selon l'espèce, mais c'est sa constante de temps. Et ça, c'est une probabilité. On ne peut pas ensuite décrire précisément pourquoi est-ce que c'est cet atome-là qui se désintègre avant le suivant. Ce qu'on peut en revanche étudier, c'est donc une population. Et pourquoi est-ce qu'on peut étudier une population? Parce qu'on a la loi des grands nombres en maths qui nous dit que
même si on ne sait pas sur quelle face va tomber le dé si je le lance qu'une fois, il y a une chance sur 6 qu'il tombe sur quelque chose, mais on ne sait pas quelle face ça va tomber, on sait que si je le lance 100 fois ou 1000 fois, je vais globalement avoir un sixième des tirages qui vont me donner le chiffre 1, par exemple. Donc là, c'est pareil, si je regarde un noyau, je ne sais pas quand est-ce qu'il va se désintégrer. En revanche, avec cette probabilité-ci, je peux déterminer une estimation de combien est-ce qu'il va me rester de noyaux après un jour ou 2 jours. Donc c'est pour ça qu'on va regarder une loi de décroissance d'une population de noyaux, donc avec un nombre plus important de noyaux. Donc ce qu'on va regarder dans la loi de décroissance, c'est initialement une population où il y a N0 noyaux radioactifs, donc ça c'est N à T égale 0, et nous on veut savoir comment écrire N de N au cours du temps. Donc N qui dépend du temps. Ce qu'on va pouvoir se dire, c'est qu'on va étudier ce qui se passe pendant une durée d'été, puisque la durée d'été, c'est quelque chose qui nous intéresse ici. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est si j'écris n de t, comment est-ce que, ou n de t plus dt par exemple, comment est-ce que je l'exprime en fonction de t, de n de t. Donc, les atomes qui seront toujours radioactifs à n de t plus dt, c'est quoi? Eh bien, c'est tous les atomes radioactifs à n de t, moins ceux qui se sont désintégrés pendant cette période de temps. Pendant dt, il y a eu combien de désintégrations? Il y a eu lambda dt, parce que ça c'est une probabilité, fois n de t, le nombre d'atomes que j'avais à l'instant t. Et donc, on a cette loi-là. Ici, on suppose qu'on prend un instant très très faible pour qu'on puisse considérer ici n de t. Et donc, ce qu'on peut réécrire de manière de façon à faire apparaître le nombre dérivé de la fonction n, c'est qu'on peut écrire ça sous cette forme. Et qu'est-ce qu'on observe ici? C'est qu'on a une différence du nombre de la population sur une différence de temps. Et ça, on peut l'assimiler à la notion de dérivée que vous connaissez. Si dt tend vers 0, donc si on prend un petit intervalle de temps, cette quantité, c'est égal à la dérivée de n par rapport à t. Vous notez habituellement n' de t, ça dépend que d'une seule variable. Et donc là, on reconnaît une équation différentielle que vous avez peut-être l'habitude de résoudre. Donc une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant sans second membre. Et donc cette équation, vous connaissez la forme des solutions. On a y. Pour revenir à l'écriture plutôt mathématique, on a y' est égal à moins lambda y. Et donc cette équation, vous connaissez la forme des solutions, ça va nous donner n de t égale à une constante exponentielle de moins lambda t. Et ensuite, il faut déterminer la constante. Et comment est-ce qu'on détermine la constante? On utilise la condition initiale. La condition initiale, c'est en t égale 0. Et exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, on a n de t égale 0 égale a. Et donc, n de t, c'est n0 exponentielle de moins lambda t. Et donc, on obtient, pour l'évolution de la population de noyaux, on obtient une évolution de décroissance exponentielle. Donc, si je trace n de t en fonction du temps, je pars d'une quantité initiale n0 de noyaux et j'ai une décroissance exponentielle au cours du temps. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on a vu l'essentiel, mais on va pouvoir étudier rapidement cette loi de décroissance et ce qu'on peut en tirer comme conséquence. Une des choses qui nous intéresse dans le temps, c'est ce qu'on appelle la période radioactive. Donc, comment est-ce qu'on définit la période radioactive? C'est la durée au bout de laquelle la moitié des atomes a disparu. C'est l'analogue, pour ceux qui ont déjà vu de la cinétique chimique,
temps de demi-vie, le temps de demi-réaction d'une espèce chimique. On note aussi temps de demi-vie. Donc ça veut dire que, ce qu'on va noter T, N de T, c'est N0 sur 2. Comme ça que c'est défini. Et donc, avec cette expression et la loi qu'on vient de déterminer, on va pouvoir déterminer une expression de T. Si on écrit les deux expressions, donc, en utilisant le temps T qui est défini la période radioactive, et qu'on utilise le logarithme ici, eh bien, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que lambda T, c'est Ln de 2, et donc que la période radioactive, T, elle s'exprime uniquement en fonction de la constante radioactive, la constante lambda. Donc, ici, on a une expression du temps de demi-vie, donc le temps au bout duquel la population a été divisée par 2. Donc, si ici, on est à N0 sur 2, eh bien, on sait qu'ici, on est à T. C'est ce qu'on appelle le temps de demi-vie, et donc c'est en quelque sorte un temps caractéristique d'évolution. Vous voyez bien que si T, il vaut de l'ordre de 1 jour, bah, au bout de 5 jours, bah, j'ai vraiment plus grand chose comme échantillon radioactif, donc c'est pas terrible pour faire de la datation de choses sur des millénaires. En revanche, pour le carbone 14, eh bien, on a un temps de demi-vie qui est suffisamment conséquent pour qu'à l'échelle de des dizaines de milliers d'années, eh bien, on ait encore des valeurs suffisamment conséquentes pour pouvoir dater de manière précise. Donc, pour conclure, on peut aussi définir une autre grandeur qui est l'activité d'une source. Et l'activité d'une source radioactive, c'est simplement le nombre de désintégrations par unité de temps. Et elle est définie comme étant, on note A, et elle est définie comme étant égale à dN sur dt. C'est le nombre de désintégrations par unité de temps. Sauf que si j'écris ça, la dérivée, elle est négative, puisqu'on a une diminution, et donc pour avoir un nombre de désintégrations par unité de temps, on met un signe moins. Et donc en utilisant ce que je viens d'effacer, mais cette équation différentielle qu'on avait sur n, eh bien on reconnaît qu'en fait c'est égal à lambda n. Et donc on peut utiliser aussi cette représentation dans certains exercices. Donc, en conclusion, on a essayé de faire un tour d'horizon de la physique nucléaire en faisant un petit détour par les énergies et par l'analyse dimensionnelle. Donc, l'analyse dimensionnelle, c'est aussi très important de le retenir et c'est utilisable dans plein d'autres domaines que la physique nucléaire. Et si ça nous a conduit à évoquer pas mal la bombe atomique, il faut quand même garder à l'esprit que les physiciens sont aussi des êtres humains et qui ont plein de bonne volonté. Et on peut reprendre une phrase qui a été écrite sur la tombe de Lise Meitner, qui est une physicienne qui a beaucoup travaillé pour la physique des hautes énergies et pour la physique nucléaire en général. Et sur sa tombe est écrit une physicienne qui n'a jamais perdu son humanité, même si elle a contribué énormément aux découvertes du nucléaire et donc malheureusement par suite au désastre de la bombe atomique. Et on peut également aussi lui rendre hommage à cette physicienne puisqu'elle a été beaucoup victime de ce qu'on appelle l'effet Matilda et donc notamment du fait qu'elle n'a pas reçu le prix Nobel pour ses travaux alors que ses collaborateurs masculins pour qui elle a beaucoup travaillé l'ont reçu. Donc voilà, pour cette note, on va terminer la séance aujourd'hui, sauf si vous avez des questions, on reste en ligne pour vos questions. Merci.